Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre nouvelle pause gagnante. Après la loi de finances, nous changeons totalement de thématique, en passant du technique aux ressources humaines. Plus précisément sur le sujet « Faciliter vos recrutements ». Je profite aussi de ce moment pour vous remercier de votre fidélité, car depuis plusieurs mois maintenant, nous avons le plaisir de vous retrouver régulièrement à nos différentes pauses gagnantes. Notre format reste inchangé. Vous le connaissez, vous en avez l'habitude. Donc 20 minutes de présentation, suivi d'un temps d'échange et de questions avec vous. Avant de commencer, je précise que vous pouvez poser les questions tout au long de la présentation en les écrivant dans l'onglet « Questions » qui est en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire, après l'intervention de nos animatrices. Pour aborder ce sujet toujours actuel, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Billiot de l'agence Billiot & Co, qui abordera cette thématique avec Anne Sex, responsable de production conseil, spécialisée dans le conseil ressources humaines. Hélène et Anne, à vous la parole. Merci Laetitia. Merci Laetitia, bonjour à tous. Alors, recruter, effectivement, c'est devenu une quête ultime. Quelques chiffres tout d'abord pour commencer. Il y a actuellement 1 million d'annonces à pourvoir en France. C'est un record historique. Le top 5 des métiers en manque de personnel en 2021, on a déjà le service à la personne, suivi de la restauration, des ouvriers non qualifiés dans la partie industrie agroalimentaire, les manutentionnaires et les conducteurs routiers. Il y a aussi des secteurs qui rencontrent le plus de difficultés à recruter. Dans ces secteurs vient en premier la construction, l'industrie, les services aux entreprises, l'agriculture et les services aux particuliers. Alors, le constat, c'est qu'effectivement, il y a un manque de candidats, certes, mais il y a aussi des profils qui peuvent être en inadéquation avec vos besoins, soit parce que manque d'expérience, manque de diplôme et manque de motivation. Les recruteurs aussi peuvent constater un manque de motivation. Il y a aussi les problèmes d'image du métier, les conditions de travail, la réputation de l'entreprise. On verra que les réseaux sociaux contribuent largement aussi à cette réputation de votre entreprise. Tout ceci entraîne une augmentation générale des tensions sur le marché du travail. Et qui dit tension dit que ça va impacter les performances des entreprises, puisque plus il y a de postes vacants, plus il y a des difficultés pour organiser le travail au sein donc, de votre entreprise. Alors, quand on parle de marque employeur, on est vraiment sur la notion de marque et je vais d'abord essayer dans un premier temps de vous donner une définition rapide parce que cette problématique n'est pas réservée aujourd'hui aux grandes entreprises mais à toutes les entreprises. Et la problématique du recrutement, elle touche toutes les tailles d'entreprise et tous les métiers à ce jour. L'idée, vraiment, c'est de l'aborder là sous l'angle de la communication liée à la RH avec l'association de Serre France ADO et de Billiot & Co. Donc moi, je vais me concentrer sur la partie communication pour vous donner les grands principes en imaginant toujours que ces principes sont applicables quelle que soit la taille de l'entreprise. Quand on parle de marque employeur, de quoi on parle? On parle des efforts réalisés par une entreprise pour communiquer son attractivité auprès de ses futurs salariés, mais aussi auprès de ses salariés actuels pour les fidéliser et pour faire percevoir les avantages potentiels perçus à travailler dans une entreprise. On dit ce qu'est l'entreprise, on regarde ce que vous dites de votre entreprise en tant que dirigeant, on regarde ce que disent vos collaborateurs de votre entreprise et ce que dit le public de votre entreprise. Quand on dit le public, ça peut être vos clients, votre banquier, votre expert comptable, etc. Et tout ceci constitue la marque employeur. On a par exemple sur l'écran l'exemple de Duc et Préneuf, qui est un paysagiste en Bourgogne. Alors, vous pouvez regarder ce que font ces gens sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. On peut tout à fait imaginer dans leur manière de communiquer sur le recrutement et sur eux-mêmes que ce sont des personnes qui ont réfléchi et travaillé à leur marque employeur. Globalement, ils donnent assez envie d'aller travailler chez eux. Quand on regarde l'annonce qui est en dessous d'embauche pour un ouvrier paysagiste, homme ou femme, la photo correspond assez difficilement à l'image qu'on peut se faire du métier.
Elle est publiée sur Le Bon Coin, ce qui en termes de diffusion n'est pas forcément une bonne idée, mais on imagine très bien que ces personnes-là n'ont pas du tout travaillé leur marque employeur et que pour un candidat, ça va être forcément pas très engageant. Alors, il est intéressant aussi de se pencher sur justement la nouvelle génération qui arrive et ses attentes. Moi, je suis de la génération X, mes enfants sont de la génération Y, voire Z. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que ces générations qui succèdent ne se ressemblent pas du tout. L'impact aussi des 2 années que nous venons de passer, ces fameuses années Covid, est important. Ça nous a apporté aussi une autre façon de voir et de vivre le travail. Alors, quelles sont les attentes de cette génération Z? 56% se disent prêts à gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. 43% ont besoin de se sentir utiles dans leur mission. 76% recherchent un modèle hybride, ce qui signifie un mélange entre du télétravail et du travail de bureau. Il y en a même qui recherchent du télétravail en totalité. Ceci implique effectivement d'avoir de la souplesse sur les horaires. L'accès au lieu de travail aussi est important. Peu de personnes de cette génération acceptent de se déplacer à plus d'1 heure de leur lieu de domicile pour se rendre à leur travail. Alors, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une attention sur la notion du temps libre, le salaire est quand même toujours regardé avec attention. Surtout actuellement en cette période d'incertitude généralisée et de climat un petit peu anxiogène quand même. Donc, le salaire reste une valeur sûre, c'est-à-dire que chacun veut gagner correctement sa vie. Pas forcément plus, mais correctement sa vie. Ces nouvelles attentes, il ne faut pas s'en exclure. C'est-à-dire qu'effectivement, on les calque sur la génération Z, mais les autres générations vont aussi dans ces nouvelles attentes. Tout le monde y va, plus ou moins. Et ça, c'est aussi important dans le recrutement, de considérer que ces nouvelles attentes concernent l'ensemble du public qui va se porter candidat. Alors moi, je suis de la même génération que Anne et je suis aussi recruteur et je vous invite à écouter attentivement ce qu'elle va vous dire sur les atouts en tant qu'employeur. Alors, effectivement, j'ai abordé tout à l'heure le manque de motivation qui est constaté par certains recruteurs. En fait, ce n'est pas forcément un désir de ne pas travailler. Ça peut être, comme le dit Sébastien, en fait, un manque d'envie face à une entreprise qui, justement, n'a pas forcément bien travaillé sa marque employeur. Ça peut être aussi un manque de compréhension par rapport au poste à pourvoir. La façon dont va être rédigée l'offre d'emploi est très importante. Donc déjà, tout ce qui est copier-coller, on oublie. Vos atouts doivent être effectivement énoncés. L'offre d'emploi doit être claire sur le métier, les compétences demandées, l'organisation, etc., etc. J'ai abordé aussi l'aspect de la rémunération. Alors, il y a bien sûr la grille qui va être fixée par les conventions collectives. Il est important de ne pas fixer les salaires en dessous de cette grille. Et puis, vous avez aussi le ressenti général de justesse, ce qui va être perçu comme étant juste par le candidat. Une rémunération juste pour quelqu'un peut être injuste pour une autre personne, et ceci pour le même emploi. Donc, tout ça, il va falloir le mesurer. En tant que conseiller, nous pouvons aussi vous aider dans tous ces aspects de grille, de mesure, de justesse de la rémunération proposée par rapport à un poste. À côté de la rémunération aussi, l'attractivité peut se faire avec tous les avantages salariés que vous pouvez donner à travers des intéressements, des primes, une rémunération variable, des tickets restaurants, des chèques vacances. Tous ces outils sont aussi bien vus par les candidats. Le télétravail, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi un avantage. Alors après, bien sûr, il y aura toujours la vigilance à avoir pour garder un minimum de contact et de lien avec le salarié. Les conditions de travail, le confort de travail, l'intégration des nouvelles technologies. L'évolution technologique peut aussi amener à faciliter le travail, à faire oublier un peu des images passéistes qui sont complètement en décalage avec la réalité, d'accord? Donc, pour redorer un peu le blason de certains métiers.
Pour en revenir aussi à cette génération Z, il ne faut pas oublier qu'elle donne beaucoup d'importance à la démarche environnementale des entreprises. Mais attention, il faut être aussi cohérent entre ce que l'entreprise va prôner à l'extérieur à travers son activité, ses produits, ses services, et puis ce qu'elle met en place à l'intérieur même de l'entreprise par rapport à cette notion environnementale, tout ce qui va être circuit court, tri des déchets, etc., etc. La formation est aussi un bon outil pour attirer des candidats. Vous avez peut-être des profils très techniques dans des petites entreprises qui nécessitent que vous formiez vous-même vos candidats. Ça aussi, il y a un certain attrait. Donc je passerai vite aussi sur l'ambiance de travail, tout ce qui peut être mis à disposition des salariés pour avoir une bonne cohésion de travail, une bonne cohésion de groupe. Alors, ce que dit Sébastien, là, vous pouvez l'observer et l'écouter en discutant avec vos enfants, avec des jeunes. Et c'est assez significatif de cette difficulté de rencontre qui existe aujourd'hui entre les entreprises et les candidats, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et la stratégie pour votre entreprise, quelle que soit sa taille aujourd'hui, c'est de faire la différence. Parce qu'on rentre vraiment dans un univers concurrentiel et qu'il va falloir aller séduire les candidats. Par exemple, le domaine agricole aujourd'hui va se retrouver en concurrence avec certains métiers du bâtiment, parce qu'il y a des offres qui sont un peu similaires en termes de métiers. Et des marques comme Burger King ici ou comme McDonald's sont en concurrence, mais sur les petites entreprises, il se passe exactement la même chose. Et il faut bien imaginer que pour valoriser votre offre employeur aujourd'hui, il faut le faire de manière différente. Alors, le patron du slip français qui s'appelle Guillaume Gibaud en donne un bon exemple et on n'est pas obligé d'être une start-up parisienne dans le vent pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que l'exemple qu'il donne ici, c'est l'exemple de la sincérité et d'une manière d'expression qui est totalement connectée aux attentes des publics aujourd'hui. C'est-à-dire, il s'exprime de manière claire, il parle d'un poste en CDI, il explique ce qu'il y a à faire, il explique qu'il est lui-même engagé dans cette démarche de recrutement et il parle au cœur et à l'émotion plutôt que dans un discours rationnel que personne n'a envie de lire. Burger King, de la même manière, a détourné un message habituel de recrutement en disant « recrutez-nous ». Donc, ils ont bien compris qu'aujourd'hui, la tendance était inversée et donc, ils mettent en avant leur propre qualité d'employeur. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on est confronté aujourd'hui à un problème d'infobésité, c'est-à-dire d'une espèce de maladie de l'information. On a tout un chacun 8 secondes d'affilée pour se concentrer sur le même sujet. Toute la journée. On est tellement assailli de messages, d'affichages, de notifications, etc., qu'on a 8 secondes d'affilée. C'est le même problème pour les candidats. Pour pouvoir émerger dans ces 8 secondes, il faut créer de nouveaux supports inattendus, comme ici une communication de recrutement sur un sachet de pain, et des contenus qui vous permettent vraiment de faire la différence. C'est ça qui est important. Donc, il s'agit effectivement de se rendre visible auprès des candidats actuels et futurs. Et comme l'a dit très justement Hélène, on est sur une logique complètement inversée, recruteur et recruté. Idéalement, l'entreprise qui recrute, elle doit s'auto-diagnostiquer, c'est-à-dire qu'elle doit se mettre à la place du candidat. Qu'est-ce que je peux proposer à ce candidat? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Ça implique d'être complètement transparent sur ses atouts. Ça va, c'est facile, on sait faire, mais aussi sur ses défauts, sur ses faiblesses. Et à la limite, dire à ce candidat, tu peux peut-être m'aider pour justement contrecarrer mes défauts et transformer un petit peu tout ça en atout et mieux aller demain grâce à toi. Alors, évidemment, pour recruter, il faut quand même utiliser des outils, des plateformes. Alors, Indeed, c'est la plateforme incontournable. En effet, c'est bien la traduction, c'est celle qui capte le plus de candidatures et d'offres d'emploi.
Alors, derrière Indeed, il y a S-Job, Météo Job, l'APEC pour les cadres et Le Bon Coin. Le Bon Coin, il est de toute façon assez bien placé avec tout type de profil. Ce n'est pas que les ouvriers, etc. Non, ça peut être aussi des profils de cadres. Donc, eh bien, le recruteur, il va faire son marché sur toutes ces plateformes et puis dénicher les profils en attirant, en mettant en avant les valeurs de son entreprise, sa culture, son ambiance de travail. Ça, c'est vraiment très, très important. Ce qui est important, si on a accès au digital, parce qu'aujourd'hui, le digital est vraiment un levier incontournable du recrutement, c'est de disposer d'un site internet à minima sur lequel sont publiées des offres d'emploi avec des postes descriptifs qui mettent vraiment en avant les atouts de l'entreprise, en complément de l'utilisation des plateformes de recrutement dont vient de parler Anne, et surtout de pouvoir utiliser les réseaux sociaux de manière adaptée. Alors, quel réseau social? Quand on est sur une population d'ouvriers, de techniciens, d'employés qui ont plutôt plus de 40 ans, on va utiliser Facebook, qui est aujourd'hui un réseau qui est en train de se senioriser. Si on veut le compléter d'une communication adaptée à une cible plus jeune, on va le compléter par Instagram, qui appartient au même groupe que Facebook et donc qui permet un ciblage sur des plus jeunes. Et si on est sur une population de cadres ou d'employés dans les métiers du service, on va aller plutôt sur LinkedIn. Alors, utiliser les réseaux sociaux, c'est une chose. Bien les utiliser, c'en est une autre. On a ici l'exemple de la MSA qui le fait de manière assez professionnelle et intelligente avec des liens sur les différents postes proposés qui sont bien décrits et qui sont très précis. Donc, on n'est pas non plus obligé d'être dans quelque chose de très humoristique ou de très décalé en fonction de la culture de son organisme. Et on peut aussi, comme le fait l'entreprise Soprema, être dans des choses plus accrocheuses si on a vraiment besoin d'émerger dans un univers comme celui du bâtiment, où aujourd'hui, il est vraiment très, très, très difficile de recruter. Je vous donne un exemple, par exemple, dans les Vosges, à cette heure-ci, le bâtiment recherche 3000 personnes sans réussir à embaucher sur des métiers comme la maçonnerie, les métiers de couvreur, etc., qui sont aujourd'hui en grand déficit. Voilà, donc le digital est incontournable et on y reviendra, mais pour ceux qui n'ont pas accès au digital, parce que c'est pas non plus quelque chose qu'on peut faire de manière trop bricolée, c'est-à-dire qu'il faut le faire de manière professionnelle. Si vous n'avez pas accès au digital, il existe d'autres outils qui permettent aujourd'hui d'émerger dans le recrutement. Alors justement, un outil que tout le monde a de manière très très facile, c'est la communication et utiliser aussi les salariés qui sont déjà dans nos entreprises. Alors pourquoi à votre avis, vos salariés sont les meilleurs recruteurs? Ben, tout simplement parce que parfois, ils connaissent mieux le métier parce qu'ils le pratiquent de manière quotidienne. Donc, ils vont réussir à en parler de façon plus intéressante. Et en plus, ces salariés, ils ont des réseaux. Donc, et ils peuvent être aussi responsables de la bonne intégration du nouvel embauché. Donc, ces salariés sont aussi des outils, entre guillemets, humains, incontournables. Et pour cela, ils peuvent aussi être récompensés par rapport à leur implication dans l'entreprise. Alors, il y a bien sûr aussi tous les réseaux locaux, chambres de métiers, les écoles, les centres de formation. Faites-vous connaître dans les écoles, c'est aussi important. Vos fournisseurs, vos clients, on parlait tout à l'heure des banquiers, eh bien, pourquoi pas utiliser toutes ces personnes qui tournent autour de votre entreprise. Et pour ça, pas forcément besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, d'autres supports que les supports digitaux en termes de communication, on a l'exemple ici de l'usine Saint-Michel, la Commercy, qui utilise les sachets de pain pour communiquer de manière assez sympathique sur plusieurs emplois à la fois.
Et la bâche ou les véhicules d'entreprise, les job dating, les stop trottoirs pour les restaurateurs permettent également de faire émerger des messages originaux, visibles, pour faire part de ces offres de recrutement. En résumé, adopter les bons réflexes du recruteur, ça va consister à être effectivement réactif, soigner l'accueil lors des entretiens, hein, voilà, le candidat est accueilli dans de bonnes conditions matérielles, on lui laisse une place principale, toujours faire bonne impression, communiquer sur vos bonnes pratiques. Et alors, une des bonnes pratiques aussi, c'est de répondre à tous les CV que vous pouvez avoir et qui peuvent être un profil intéressant, pas forcément pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Faire des réponses personnalisées à ces personnes, rapidement, hein, si possible, dans la journée, dans la semaine, en disant, ben, OK, je n'ai pas besoin de vous actuellement, mais pourquoi pas demain, je garde votre CV. Ça peut être aussi transmettre ce CV à un autre recruteur qui pourra demain vous renvoyer l'appareil, etc. Être vraiment dans un schéma entreprise-client. Donc, tous ces candidats sont la future richesse des entreprises de demain. Et donc, c'est vraiment important de faire bonne impression et de les chouchouter. Alors, en guise de conclusion, attention, le travail de la marque employeur, c'est comme le travail de la marque ou de la communication, de la réputation d'une entreprise en général. Il faut 20 ans pour construire une réputation, il faut 5 minutes pour la détruire. Un salarié que vous avez maltraité quand il est sorti de l'entreprise parce que la sortie n'a pas été gérée proprement. Un candidat que vous avez fait attendre 3/4 d'heure dans le couloir, debout, parce que vous n'aviez pas le temps de le recevoir tout de suite. Tout ça, c'est très, très mauvais en matière de réputation. Donc, pensez-y et mettez-vous à la place des candidats pour savoir ce qu'ils recherchent en termes de boulot, ce qu'ils peuvent obtenir en venant chez vous, en changeant de travail, ce qui pourrait les faire renoncer à vous rejoindre, le chemin qu'ils vont parcourir entre le moment où ils vont commencer à chercher et le moment où ils seront dans votre bureau, et puis les critères qu'ils vont utiliser, eux, pour prendre leurs décisions. En réfléchissant de cette manière-là et en vous mettant à leur place, vous devriez être en capacité de construire une bonne marque employeur. Merci Hélène et merci Anne pour cette intervention très intéressante. Je vous remercie aussi tous de votre attention. Nous avons donc entendu les principaux éléments à retenir pour faciliter nos recrutements. Travailler sa marque employeur, présenter ses atouts, se différencier, se rendre visible auprès des candidats. On a parlé de démarche inversée, évoquer les réseaux sociaux, travailler le bouche à oreille, toujours pertinent, et l'originalité des annonces et des modes de communication. Adopter les bons réflexes, la réactivité, l'accueil, la communication. N'hésitez pas également à solliciter nos services pour toute question liée à la gestion RH de votre entreprise. Enfin, j'en profite pour vous annoncer que la prochaine pause gagnante sera une pause spéciale sur la création-reprise d'entreprise, comment optimiser. Et maintenant, je vous laisse la parole pour vos questions, que vous pouvez continuer d'écrire dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Pour compléter l'expertise de nos deux intervenantes, nous accueillons aussi Nathalie Monteau, conseillère en droit social pour les employeurs, qui répondra aussi aux questions que vous pourrez vous poser. Alors, on va regarder s'il y a déjà des questions. Pour le moment, je n'en vois pas, mais vous avez l'habitude, j'en ai toujours une. Comment fait-on la différence si on est en concurrence avec un deuxième recruteur ? Voilà, je suis intéressée par un candidat, mais il a fait un entretien en même temps chez quelqu'un d'autre. Sur quoi je dois miser pour passer en premier dans sa liste ? Alors, ça dépend de la phase dans laquelle vous êtes dans le recrutement. Si vous êtes en phase de découverte, il va être intéressant de les découvrir vous-même. Quels sont les atouts de votre concurrent pour pouvoir les contrer. Donc, l'essentiel va être de discuter de manière profonde avec le candidat pour comprendre quels seraient vos atouts par rapport à votre concurrent.
Et si c'est en phase amont, c'est-à-dire bien en amont, ça va être la mise en avant de vos propres atouts de manière très transparente et sincère, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va faire la différence. Nathalie, vous avez quelque chose peut-être à ajouter qui est plus sur le volet RH? Non, pas particulièrement. Effectivement, Creuser peut-être tous les éléments, le type de contrat, les éléments complémentaires de rémunération périphériques. Enfin, voilà ces choses-là sur lesquelles d'ailleurs Nathalie conseille aussi nos entreprises. Oui, mais là, effectivement, on est sur des points qui sont à un stade plus avancé du recrutement, effectivement. Alors, nous avons une première question. Je vous remercie déjà pour vos réponses. Donc, de Julie, pouvez-vous nous redire quelles plateformes sont incontournables après Indeed, dont Anne nous a fait avec brio la traduction tout à l'heure. Voilà, quelles plateformes sont conseillées? Je pense que c'est ça la question. Sont utilisées. Est-ce qu'on peut savoir quel est le secteur d'activité dont parle Julie? Parce qu'en fait, c'est complètement connecté au secteur d'activité. Alors, je pense qu'on est sur du centre équestre. Elle est en train de taper. Alors, si c'est… Oui. Centre équestre, j'ai gagné. Okay. Alors, pour un centre équestre, moi, je conseillerais d'être sur Indeed et sur Le Bon Coin et de faire des annonces sur Facebook. Complété par Instagram si on est sur un public plus jeune. Si je puis me permettre, je pense que sur Facebook, il y a aussi des groupes liés, à mon avis, à l'activité équestre. Tout à fait. Qui peuvent peut-être permettre d'aider aussi. Oui. Permettez-vous, Laetitia, nous sommes tout à fait complémentaires. Et j'ai la même question pour le bâtiment. Quel poste dans le bâtiment et quelle taille d'entreprise? C'est en cours, je vous dis ça tout de suite. Entreprise d'une douzaine de personnes et au niveau des postes charpentier-couvreur. D'accord. Alors, on a fait une campagne récemment pour un couvreur, une campagne de recrutement. On a utilisé ces véhicules qui sont un média gratuit et qui permettent une bonne surface d'affichage. On a utilisé ces bâches de chantier. Et en termes de réseaux sociaux, on a utilisé Facebook. Voilà. Après, ça peut être complété par Indeed, Le Bon Coin, Pôle emploi, bien sûr, hein, qu'il ne faut pas non plus complètement oublier. Mais disons que l'affichage de terrain, on va dire, en ville et les bâches de chantier sur les chantiers visibles sont également très efficaces en complément du digital. Alors, j'ai une autre question, mais j'attends parce que… Combien de candidats l'entreprise a-t-elle embauché? C'est dans le cadre de votre exemple, je pense. Hein, c'est toujours la même question, dans la suite de la même question. Alors, ça fait 1 an et demi que la campagne est en cours en lien avec une agence d'intérim efficace, parce que la communication est une chose, mais on ne remplace pas le travail des recruteurs habituels, on vient le compléter et le travail est plutôt d'amener plus de trafic vers les entreprises sans remplacer tout à fait le travail des recruteurs qui ont des CV tech, etc. On a réussi sur une année à embaucher, je crois, une quinzaine de personnes avec un taux de fidélisation qui est plutôt bon. Parce qu'une des difficultés aussi aujourd'hui est de garder les candidats. Et je crois qu'on doit être à une douzaine de personnes en plus embauchées à cette heure-ci, sachant qu'il y a encore de gros besoins et que la campagne n'est pas terminée. Alors, la question, elle est même au-delà. C'est moi qui étais un peu rapide. C'est combien de candidats se sont présentés au départ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas répondre. Je pourrais mettre cette personne en lien avec ce couvreur s'ils ne sont pas sur des secteurs concurrentiels trop proches. Je crois qu'il n'y aura pas de problème, mais je n'ai pas la réponse. Et on avait également fait une campagne d'affichage, donc avec des affichettes, dans des salles d'escalade pour aller chercher des personnes en affinité, en fait, avec le sujet de la hauteur et de la recherche de défis plutôt physiques, parce qu'on s'est dit que les personnes qui font de l'escalade et qui seraient en recherche d'emploi pourraient être intéressées par ces métiers sans les connaître a priori. Et je crois que ça a déclenché plusieurs contacts. D'accord. Alors, nous avions aussi une autre question. Est-ce que le dépôt d'annonce sur Indeed est payant? Alors, au besoin, je peux y répondre. Enfin, là, qui veut y répondre? Je peux y aller. Donc, à la base, Indeed est gratuit sur la formule de base, mais si on veut plus de visibilité, c'est comme sur pas mal de choses. Là, il faut un petit peu mettre la main au porte-monnaie, effectivement, pour payer certaines options. Et puis, la grille tarifaire, du coup, est un petit peu complexe, dépend de l'attractivité du secteur et avec des prélèvements au fil de l'eau. Donc, ça peut être parfois difficile de bien maîtriser, d'anticiper le budget. Mais à la base, il y a une base gratuite. Donc, tout dépend jusqu'où on veut aller. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. Je vais vous donner peut-être une notion de prix, par exemple, sur Facebook, avec des modules de publicité payants pour toucher une cible identifiée sur des critères d'âge, d'intérêt et on va dire un ciblage géographique 100 km autour d'une entreprise. Avec un investissement de 500 €, on va toucher une énorme cible. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément besoin d'investissement publicitaire énorme pour pouvoir vraiment toucher facilement ces cibles. D'accord. Et on est sur des échelles de tarifs un peu différentes. Oui. D'accord. Indeed, je ne crois pas qu'il y ait de possibilité de géolocalisation pour de la communication payante sur Indeed, mais je n'en suis pas sûre. D'accord. Alors, il y a une autre question en cours de rédaction. Alors, avez-vous un retour d'investissement selon le lieu géographique? Justement, on en parlait, sur une zone urbaine comme Nancy et en zone rurale. Alors, on ne va pas utiliser les mêmes supports et les mêmes leviers en zone urbaine et en zone rurale. Et le retour sur investissement, en fait, il est calculable si tant est qu'on ait des supports digitaux. C'est-à-dire que si on a un site internet avec les annonces qui permet de mesurer le nombre de clics générés par une campagne, on saura dire le nombre de candidats qui sont arrivés via une campagne, par exemple au travers des réseaux sociaux, puisque l'annonce du réseau social va renvoyer sur le site et que tout ça, c'est absolument traçable. Si c'est une campagne sur les sachets de pain, par exemple, avec un QR code, de la même manière, il y a une forme de traçabilité, mais on ne sera jamais dans une mesure précise du retour sur investissement. Pas évident, ok. Alors, nous avons encore une question intéressante, toujours sur la source, enfin l'endroit où on met les annonces. Pour les offres d'emploi, que pensez-vous de LinkedIn? LinkedIn est un excellent réseau social pour le recrutement parce qu'à l'origine, c'est le réseau social du recrutement. Il est en train de se transformer en Facebook professionnel un petit peu en termes de contenu.
On commence à y trouver un peu tout et n'importe quoi, même si ça reste des questions qui concernent plutôt le travail en général. Mais c'est le réseau phare du recrutement. Ceci étant dit, il est plutôt réservé à une population de cadres, d'employés et à des professions du tertiaire, du B2B, des métiers de bureau, plutôt qu'aux métiers de la restauration, par exemple, du bâtiment, même s'il est en train de s'ouvrir. Donc c'est un réseau social qu'il faut continuer à observer et qui est très utilisé pour le recrutement dans le tertiaire et pour le recrutement des cadres en général. Il est beaucoup plus cher en termes d'achat d'espace, si on a besoin de faire des campagnes, que ne l'est Facebook. Alors, si je peux compléter sur LinkedIn, effectivement, on va trouver des personnes qui peuvent être en recherche d'emploi. D'ailleurs, certains sont identifiés Open to Work. Et on peut trouver des personnes qui sont là pour communiquer sur l'activité de leur entreprise, etc., comme le disait Hélène, en fait. Donc, déjà, il y a 2 types de populations. Et après, là, la question porte pour les offres d'emploi. Voilà, est-ce que c'est un intérêt de les mettre sur LinkedIn? Mais il y a une autre façon aussi de raisonner LinkedIn, c'est d'aller à la recherche de salariés. Ce qui est une autre posture sur l'utilisation potentielle de LinkedIn, en allant chercher des profils et en allant vers les gens plutôt que de mettre juste l'offre. Des possibilités qui forcément ne prennent pas le même temps. Voilà. Oui, c'est aussi un réseau pour chasser. Et par exemple, le paysagiste là, que j'ai cité en début de présentation utilise LinkedIn pour communiquer et l'utilise de manière très professionnelle et exemplaire. Alors qu'on pourrait se dire qu'a priori, sur ce type de métier, ce ne serait pas utile. Donc, en fonction de la culture de l'entreprise et de son univers client-métier, LinkedIn peut aussi être tout à fait adapté. Alors, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je vérifie partout. Oui, je pense que nous avons l'air d'avoir fait le tour des questions. Si plus personne n'a d'interrogation sur le sujet. En tout cas, je vais donc clore cette pause gagnante. Je vous remercie. Donc, je remercie les intervenantes, les personnes présentes aussi pour la partie questions. Je vous remercie tous pour votre participation aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour notre prochaine pause gagnante. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci pour vos questions. Merci. Au revoir. Bon recrutement.